Il faut distinguer entre un Iran nucléaire ou un Iran au seuil de l'arme nucléaire et un risque de guerre. Les deux ne vont pas nécessairement ensemble. Bonjour et shalom, Richard Darmon, au micro du studio Kalita pour notre magazine hebdomadaire d'analyse géopolitique, Israël dans sa région, Israël au cœur du Moyen-Orient. Eh bien, nous nous penchons aujourd'hui sur ce mouvement de balance que je qualifierais en clair-obscur, si l'on peut dire, qui prévaut aujourd'hui dans la région, entre d'une part tous ces bruits de bottes insistants qui résonnent entre l'Iran et Israël, et par ailleurs la poursuite et évidemment sur un tout autre plan, le renforcement de la dynamique des accords d'Abraham signés 16 mois entre Israël, les Émirats arabes unis, le Bahreïn et ensuite rejoints par le Soudan et le Maroc. Alors pour débattre de ce sujet, une sorte de point de conjoncture qu'on va faire ensemble, en ligne avec nous Emmanuel Navon. Bonjour Emmanuel, shalom. Bonjour, shalom. Vous êtes un politologue israélien d'origine francophone, expert en politique étrangère. À ce titre, vous enseignez à l'université de Tel Aviv et au centre interdisciplinaire de Herzliya. Vous êtes aussi senior fellow au Kohelet Policy Forum, un centre de réflexion et d'enseignement, en même temps qu'expert au GCSS, le centre de Jérusalem de stratégie et de sécurité. Et enfin, vous êtes aussi analyste sur plusieurs médias, dont la chaîne I24 News. Alors, du côté des ombres dans ce tableau qu'on essaye qu'on va dresser ensemble, il y a bien sûr les menaces réitérées des dirigeants et des militaires iraniens de rayer Israël de la carte. C'est pas nouveau, ça fait longtemps que ça dure. Mais des menaces à prendre sans doute un peu plus au sérieux en ce moment, d'autant que Téhéran, qui tente de négocier au pourparlers actuel de Vienne avec les grandes puissances, négocie entre autres un retrait des sanctions économiques américaines qui frappent son économie, d'autant que Téhéran poursuit avec célérité la préparation de ses premières armes atomiques au point de s'approcher dangereusement du seuil nucléaire. Et ce pays continue toujours aussi de fabriquer à la chaîne des missiles balistiques capables donc de les transporter, ces armes atomiques, à des milliers de kilomètres de la Perse. Alors, en tant que spécialiste de stratégie et de sécurité, vu l'acuité du sujet, estimez-vous qu'on pourrait être à la veille d'une conflagration régionale générale entre Israël et le régime des mollahs de Téhéran ? Il faut distinguer entre un Iran nucléaire ou un Iran au seuil de l'arme nucléaire et un risque de guerre. Les deux ne vont pas nécessairement ensemble. J'en veux pour preuve le fait que la plupart des pays qui ont voulu obtenir l'arme nucléaire depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale l'ont obtenue en dépit de l'opposition des grandes puissances. Ça a été le cas d'Israël, ça a été le cas de l'Inde, ça a été le cas du Pakistan, ça a été le cas de la Corée du Nord. Les seuls pays qui se sont démis de leur programme nucléaire l'ont fait soit sous la menace, sous la peur d'une intervention étrangère. Ça a été le cas de Kadhafi en 2003 après l'invasion de l'Irak par les États-Unis, où il a levé le drapeau blanc. Il y a eu évidemment aussi les interventions militaires israéliennes contre la centrale d'Osirak en 1981 et contre la centrale nucléaire syrienne en 2007. Et le dernier cas, c'est le cas volontaire de l'Afrique du Sud après la fin du régime de l'apartheid en 1994. Donc la statistique n'est pas bonne, je dirais. Et donc l'Iran est déjà au seuil nucléaire, plus ou moins, c'est-à-dire qu'il enrichit déjà à plus de 60% d'uranium, et donc l'Iran est au seuil nucléaire. Cela ne signifie pas forcément une guerre entre Israël et l'Iran. De la même manière qu'il n'y a pas eu de guerre nucléaire pour l'instant, heureusement d'ailleurs, entre l'Inde et le Pakistan. Il n'est pas impossible qu'on se dirige vers une situation de dissuasion mutuelle. La seule question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que les États-Unis seront prêts à accepter le risque d'un Iran nucléaire? Quand je dis nucléaire, ça peut être aussi un Iran au seuil de l'arme nucléaire. Ce n'est pas forcément le scénario de la Corée du Nord. Les États-Unis ont laissé passer la Corée du Nord, ont laissé passer l'Inde et le Pakistan. L'Iran, c'est beaucoup plus problématique pour eux parce que l'Iran, finalement, un Iran nucléaire pourrait menacer de fermer le détroit de Hormuz par lequel passent plus de 20% des exportations de pétrole international et risquerait effectivement d'entraîner un processus de domino dans le Proche-Orient où l'Arabie Saoudite, la Turquie et d'autres pays se doteraient de l'arme nucléaire. Donc, nous ne sommes pas encore à une confrontation militaire, comme je disais. Nous sommes d'abord au stade où nous allons voir si les États-Unis
effectivement sont prêts, oui ou non, à vivre avec un Iran au seuil de l'arme nucléaire? Et deuxièmement, est-ce que les États-Unis sont prêts à utiliser l'option éventuelle d'une intervention militaire de grande envergure contre l'Iran, ce qui se ferait uniquement sans décision du Conseil de sécurité? Et encore une fois, l'Iran aujourd'hui semble vouloir se placer uniquement au seuil nucléaire, sans passer le stade véritablement de fabriquer une bombe, comme l'a fait par exemple la Corée du Nord. Mais si on prend en compte le fait que l'Iran fabrique à 60% de l'uranium, qui ensuite est rehaussé à 90 et plus pour avoir des têtes nucléaires, s'ils stockent, et d'ailleurs ils ont déclaré il y a quelques jours qu'ils se contenteraient pour l'instant de ce pourcentage-là, mais s'ils stockent une quantité importante d'uranium, il leur faudra très peu de temps après, si les circonstances changent et s'il n'y a pas d'accord et si les choses empirent, il leur faudra très peu de temps pour fabriquer des têtes nucléaires. Alors, la question que ça implique, c'est une question un petit peu, justement, c'est dans le deuxième cas de figure, ce serait face à un Iran qui aurait déjà franchi le seuil nucléaire. La plupart des experts écartent justement, quant à eux, des risques sérieux de guerre régionale avec l'Iran, au prétexte, répètent-ils, que les dirigeants de Téhéran seraient empiriques, voire assez rationnels, et en définitive fort prudents avant de s'aventurer dans une conflagration militaire générale, à l'issue quand même très incertaine pour eux. Alors, est-ce votre avis en ce qui vous concerne, et c'est la question subsidiaire de cette question plus générale, c'est quelque part accordez-vous quant à ces risques de guerre à l'influence du fanatisme religieux chiite qui est parfois très prégnant dans le leadership iranien et qui a aussi qui peut induire des dérapages apocalyptiques? Alors c'est vrai que le régime iranien est un régime fondamentalement religieux. C'est un régime islamiste chiite avec effectivement des vues apocalyptiques sur la venue du 12e imam, ce qui implique dans leur idéologie, dans leur foi religieuse, l'éradication d'Israël de la région et de manière générale. Il y a cela, mais il y a d'un autre côté également un régime qui veut se protéger et qui ne prendra pas de décisions qui le mettront en danger. Il est effectivement évidemment difficile d'évaluer et d'estimer la part du rationnel et de l'irrationnel dans le comportement des Iraniens. Et encore une fois, quand on dit des Iraniens, c'est essentiellement le chef suprême, Khamenei, qui en définitive prend les décisions. Donc, vu de l'extérieur, je dirais qu'il est très difficile d'estimer, comme je l'ai dit, la part du rationnel et de l'irrationnel dans le comportement de Khamenei. Mais je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, à savoir que mon estimation personnelle en tout cas est que l'Iran se satisfera d'une situation de seuil qui leur permettrait de franchir ou de bâtir des armes nucléaires très rapidement, sans entrer dans la zone beaucoup plus dangereuse du point de vue de leur confrontation vis-à-vis des États-Unis, de fabriquer véritablement des bombes nucléaires, comme l'a fait la Corée du Nord. Et là, il faut bien dire que le régime iranien dispose de nombreux atouts en main, à savoir que eh bien, les sanctions américaines, étant donné qu'elles n'ont pas été suivies par des sanctions internationales, en particulier chinoises et russes, ont permis à l'Iran de tenir économiquement, non seulement de tenir, mais la Chine non seulement contourne les sanctions américaines, mais a signé récemment avec l'Iran un contrat à long terme d'investissement et de partenariat. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, une intervention militaire éventuelle. Les Iraniens savent très bien que les États-Unis ne disposent pas d'une majorité au Conseil de sécurité, qu'il y aurait un veto russe et chinois, et qu'il s'agirait d'une intervention américaine, peut-être avec le soutien d'un ou deux pays occidentaux, intervention qui effectivement pourrait détruire une partie importante du dispositif nucléaire militaire iranien, mais pas dans sa totalité, puisqu'il est dispersé dans un pays immense, enterré profondément sous terre, et puis surtout, une opération militaire ne pourrait pas effacer plus de 20 ans, voire 30 ans de recherche, développement et de connaissances nucléaires dont ne disposaient pas les deux pays que j'ai rappelés tout à l'heure, à savoir l'Irak de Saddam Hussein et la Syrie de Bachar Assad, lorsque Israël est intervenu pour éliminer des centrales qui avaient été délivrées clé en main par des puissances étrangères. Le cas iranien, effectivement, est très différent, d'où, effectivement, le point d'interrogation sur l'efficacité à long terme d'une intervention militaire pour bloquer l'accès des Iraniens à l'arme nucléaire. Alors, ultime question sur ce dossier, cet aspect-là
de notre parcours. Qu'est-ce que signifie dans ce contexte la posture israélienne consistant à répéter sous tous les gouvernements d'ailleurs, sous Netanyahou et même avant Netanyahou, et puis maintenant avec le gouvernement de coalition Bennett, à répéter qu'Israël ne saurait en aucun cas accepter que l'Iran se dote de l'arme nucléaire. Ça concerne le fait, disons, le premier cas de figure, que l'Iran se maintient juste avant le seuil nucléaire, ou ça concerne le moment où il l'aura dépassé, cette position israélienne. Alors, les déclarations des dirigeants israéliens, vous l'avez rappelé, c'est le cas d'Ariel Sharon, c'est le cas de Benjamin Netanyahou, c'est le cas aujourd'hui de Naftali Bennett. Tous les premiers ministres israéliens ces 15 dernières années disent la même chose, mais sans préciser effectivement s'il s'agit du seuil nucléaire ou de la fabrication de l'arme nucléaire elle-même. Et je pense que l'ambiguïté ici est voulue. Et nous sommes quasiment aujourd'hui au seuil nucléaire de toute façon. C'est-à-dire que les Iraniens aujourd'hui sont très loin de ce qu'avait prévu l'accord du JCPOA. L'accord du JCPOA qui était censé, pendant une période de 10 ans, repousser d'à peu près 2 ans leur breaking point, c'est-à-dire le point vraiment où ils sont au seuil nucléaire. Aujourd'hui, on parle de quelques mois. Donc, nous sommes déjà plus ou moins à ce seuil nucléaire. Et donc, du point de vue d'Israël, cette question est devenue une question presque théorique, puisque, comme je l'ai dit, ce seuil nucléaire a déjà été quasiment atteint par l'Iran. Ok, alors maintenant, autre pan de notre tableau, justement, sur l'autre plateau, j'allais dire plus lumineux et plus rassénérant de la balance régionale, qui fonctionne selon une dynamique totalement opposée, il y a le développement et le renforcement des fameux accords d'Abraham, d'autant que cette ouverture jusque-là inédite a entraîné la signature de quelques 127 mémorandums depuis 16 mois dans de nombreux secteurs d'activité très avancés et de coopération entre Israël et ses nouveaux partenaires du Golfe et du Maghreb, tout en générant un volume financier d'1 milliard, presque 1,5 milliard, 1,46 milliard de dollars d'échanges commerciaux entre eux, soit une augmentation de 222%, ne serait-ce qu'en 2021. Et ce, pendant que ces accords ont eu aussi un impact positif sur les 2 autres et plus anciens partenaires de paix d'Israël, avec lesquels les choses ne bougeaient pas tellement, notamment l'Égypte et la Jordanie. Et on a relevé en 2021 une hausse des échanges commerciaux de respectivement 20% avec l'Égypte et de 10% avec la Jordanie. À ce titre, les experts du RAND Cooperation estiment que si les partenaires des accords d'Abraham parvenaient à éliminer des barrières douanières séparant encore les pays concernés, à s'ouvrir aux pays asiatiques, ils pourraient réaliser, d'après leur estimation, 315 milliards de dollars d'échanges lors de la prochaine décennie, ce qui signifie 30 milliards par année, c'est-à-dire 20 fois plus que ce qui a été fait jusque-là en 2021, et connaître une croissance économique positive pour ces pays entre 3 et 7% chacun. Est-ce là, d'après vous, une vision trop optimiste ou quand même à portée de main aujourd'hui ? Je pense qu'il faut d'abord bien comprendre que cette normalisation, elle est le fruit d'intérêts économiques communs et surtout d'une compréhension par la plupart des pays arabes que l'idéologie qui les avait menés depuis la naissance d'Israël, depuis l'indépendance d'Israël, a échoué. Et que finalement ce front uni contre Israël, l'usage d'Israël comme justification de régime autoritaire, aujourd'hui ne tient plus. Alors il y a eu évidemment le soi-disant printemps arabe qui en réalité a mené à l'implosion de ces pays arabes artificiels créés par la Grande-Bretagne et par la France à la fin de la Première Guerre mondiale, mais qui ne correspondaient à rien en termes d'identité nationale, qui ont tenu artificiellement pendant la guerre froide sous la main de fer de dictateurs soutenus par l'une des 2 grandes puissances. Tout ça s'est effondré avec la fin de la guerre froide, avec la guerre d'Irak en 2003, avec l'émergence effectivement de l'État islamique et la menace iranienne. Et donc aujourd'hui, ces différents dirigeants des pays arabes réalisent que finalement que leur véritable ennemi aujourd'hui, ce n'est pas Israël, mais plutôt évidemment l'Iran chiite qui déstabilise leur région, le fondamentalisme islamique. Et aussi, n'oubliez pas, c'est une des autres raisons de ce rapprochement, c'est que nous avons atteint la fin de l'ère pétrolière. La même Arabie Saoudite qui avait mené la politique
du blocus pétrolier contre Israël, de l'arme de pétrole contre Israël après la guerre de Kippour en 73, eh bien, aujourd'hui, l'arme du pétrole n'existe plus. L'Arabie saoudite a un déficit budgétaire de 15% du PIB, imaginez. C'est sans précédent. Même chose pour la plupart des pays rentiers de pétrole du monde arabe. Pourquoi? Parce que les prix du pétrole se sont effondrés depuis 2011, en particulier grâce à l'augmentation de l'offre, grâce à la révolution du pétrole de schiste, de la technologie du fracking qui a fait des États-Unis le premier producteur mondial de pétrole ces dernières années. Et donc, aujourd'hui, les économies rentières qui vivaient bien dans le passé, aujourd'hui ne peuvent plus tenir, sont en déficit budgétaire et ont besoin de réduire leur dépendance sur les exportations de pétrole pour vivre et diversifier leurs économies. Et pour ça, ils ont besoin de technologies, d'où l'importance d'Israël. Donc, ils voient en Israël un partenaire pas seulement pour faire face à la menace iranienne, mais également pour aider cette transition aux économies rentières, à des économies plus productives qui ont besoin effectivement de la coopération d'Israël et de l'expertise technologique d'Israël. Donc, je pense que cette tendance va continuer. Cette tendance a également permis, comme vous l'avez rappelé, de renforcer les relations qui étaient assez timides, il faut dire, avec l'Égypte et la Jordanie. Dans le cas de l'Égypte, ça a été possible grâce au renversement de Morsi et des frères musulmans par Al-Sisi. Al-Sisi qui coopère étroitement avec Israël dans le domaine sécuritaire, mais également dans le domaine énergétique. Nous avons un partenariat énergétique aujourd'hui également avec la Jordanie et l'Égypte dans le domaine du gaz naturel et également dans le domaine de l'eau. Là aussi, je pense qu'il est important de reprendre ce fameux projet de canal entre la mer Rouge et la mer Morte en partenariat avec la Jordanie. Je pense que justement la normalisation avec les Émirats arabes unis, avec le Bahreïn, avec le Maroc et avec le Soudan de façon partielle, cela a permis effectivement en particulier au roi de Jordanie d'être moins complexé, entre guillemets, je dirais, dans ses relations avec Israël. Je pense que d'autres pays suivront. La grande question qui se pose évidemment, c'est celle de l'Arabie saoudite. Est-ce que l'Arabie saoudite officialisera également ses relations avec Israël? Là, je pense qu'il s'agit essentiellement d'une question générationnelle au sein du pouvoir saoudien entre l'héritier du trône Mohammed bin Salman et son père. Mais je pense que bin Salman pourra effectivement, éventuellement, normaliser avec Israël si certaines conditions sont réunies, ce qui serait effectivement le couronnement de cette normalisation régionale pour Israël. Alors, il nous reste 3 minutes maximum. Dernière question. Jusque-là, l'administration démocrate du président Joe Biden s'était montrée tout de même assez timorée à propos des accords d'Abraham, en fait héritée, comme on le sait, de l'administration républicaine précédente, de Donald Trump. Alors, pensez-vous que les choses pourraient changer à cet égard, notamment après la création très récente, intervenue voilà quelques jours, à Washington, de la part de 4 législateurs démocrates et aussi de 4 autres républicains qui ont créé un lobby bipartisan au Congrès américain, donc à la fois au Sénat et la Chambre des représentants, pour soutenir justement le renforcement des accords. Est-ce que ça va infléchir en plus active le soutien de l'administration Biden à la dynamique des accords d'Abraham? La question des accords d'Abraham est consensuelle aux États-Unis. C'est peut-être un des rares sujets sur lesquels l'administration Biden a montré son plein accord avec Donald Trump. Là-dessus, il n'y a aucune dissension entre démocrates et républicains. Les accords d'Abraham sont un sujet consensuel. Le président Biden, le secrétaire d'État Anthony Blinken et le nouvel ambassadeur américain en Israël ont tous exprimé leur soutien sans réserve aux accords d'Abraham, leur volonté de les renforcer, voire même de les étendre. Et nous avons parlé récemment, je viens de parler de l'Arabie saoudite, mais on sait également que ces dernières semaines, l'administration Biden essaie d'arriver à une normalisation entre Israël et l'Indonésie. Alors l'Indonésie, c'est loin, ce n'est pas le Proche-Orient, ce n'est pas un pays arabe, mais c'est le pays musulman le plus grand du monde, avec lequel Israël a des relations officieuses. Et cela constituerait effectivement une grande victoire pour la diplomatie israélienne, puisque l'Indonésie est un des rares pays au monde avec lequel Israël n'a pas de relations diplomatiques officielles, et ce n'est pas des moindres, comme je l'ai dit, le plus grand pays musulman du monde. Et donc cela prouve que l'administration Biden non seulement soutient les accords d'Abraham, mais si elle parvient effectivement à une telle normalisation, à l'établissement de relations officielles entre Israël et l'Indonésie,
cela serait un succès sans précédent, pas seulement pour la diplomatie américaine, mais également évidemment pour la politique étrangère d'Israël. Eh bien, merci. C'est sur cette note optimiste que notre magazine de cette semaine prend fin. Je vous remercie d'avoir consacré du temps au studio Qualita et je remercie aussi les auditeurs de nous avoir écoutés. Au revoir et à la semaine prochaine.